Merci de Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro-Web TV. Moïse Agbeni, c'est moi, c'est mon nom. Je reçois pour vous dans cette émission Monsieur Dodro King. Il est analyste et économiste. Nous avons aussi donc Monsieur Amedoji Kokou, citoyen engagé et togolais de nationalité vivant à Bruxelles, double nationalité. Beaucoup sont de double nationalité qui ont peur en ce moment pour parler donc de leur pays, le Togo. Je loue donc le courage et la bravoure donc de nos invités de ce jour pour parler du 228. Et bien entendu, merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour cette incursion exclusive que nous faisons encore chez vous pour parler du Togo. Et dans un communiqué en date du 3 avril dernier, le gouvernement togolais a décidé donc de repousser les élections, le double scrutin législatif et régional à une date ultérieure due à l'urgence. Aurons-nous, qu'est-ce qui sera changé dans la nouvelle constitution togolaise? Ma première question, j'aurais à demander une faveur à nos invités d'aller tout droit aux réponses pour que je puisse poser toutes mes questions que j'ai, puisque la fois dernière, j'avais encore 10 questions en réserve. Alors, je vais commencer avec Monsieur Dodro. Mon micro avait eu un souci. Vous pouvez reprendre la question. Ok, J'ai bien compris. Monsieur Dodro, nous savons l'urgence togolaise. En ce moment, le président de la République togolaise a décidé de repousser donc des élections compte tenu donc de la situation actuelle où les députés de l'Assemblée nationale ont proposé donc ont proposé de changer un peu donc la constitution pour passer donc à un régime parlementaire. Qu'est-ce qui sera changé vu la seconde lecture demandée par le président de la République togolaise, Faure Zimna Nyasimbe? Bon, cela prouve à suffisance que malgré tout, il y a une oreille très dressée pour écouter les revendications ou alors il y a un baromètre d'analyse, d'appréciation des sentiments des citoyens. Je serais très ravi que la même attention que le chef de l'État togolais prête quand il s'agit des questions politiques et qui risquent de basculer vers des manifestations de rue ou des soulèvements populaires, il s'y prête aussitôt pour apporter des solutions pragmatiques pour apaiser ou alors mitiguer les risques qu'ils encourent. Si ils avaient la même réaction face aux problèmes quotidiens que vivent les 8 millions de Togolais, dont 95% vivent dans la misère totale depuis 57 ans, ce serait vraiment pour moi une très belle chose. J'ai l'impression qu'au Togo, on ne travaille que sur une seule composante de la vie de la nation, c'est celle qui est le politique. Et c'est vraiment dommage on a réussi à ne pas tirer des leçons du passé sur le plan politique et qu'on commette toujours les mêmes erreurs pour espérer peut-être un résultat meilleur, c'est vraiment dommage. C'est une bonne chose d'obtempérer quand tu prends une lancée, tu vois que les adversaires se dressent contre toi avec acharnement. Il fallait donc obtempérer et discuter. Ou alors, comme un adage chinois le dit, la meilleure façon de gagner un combat, c'est de ne pas y participer. Peut-être qu'en continuant dans la même lancée, ça allait provoquer des choses inespérées. Donc, le chef de l'État, je pense, c'est une décision sage qu'il a prise d'inviter les acteurs politiques à une nouvelle lecture de la Constitution. Mais la question qu'il faut se poser, avons-nous besoin de ça? Est-ce de ça que les Togolais ont besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, devons nous consacrer du budget, du temps, de l'énergie des intellectuels togolais pour réfléchir sur une constitution, alors que depuis 57 ans, il y a les Togolais ont un problème de logement, les Togolais ont un problème d'accès aux moyens de production, les agriculteurs, quand vous allez dans vos villages aujourd'hui, mon village d'où je viens, quand j'étais enfant, il était impossible de voir
que les villageois de chez moi achètent de l'igname. Aujourd'hui, dans mon village, ce village qui produisait du maïs, du l'igname, du taro, du manioc, aujourd'hui, pour manger de l'igname dans mon village, Boutous Zévé, les gens sont obligés d'aller acheter de l'igname à Tablibo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une régression dans la productivité des citoyens, des peuples togolais, majoritairement agricoles, vivant à 70% en milieu rural. Nous avons des problèmes pour avoir accès à tout ce qui est service concédé. Nous avons des problèmes pour des entrepreneurs togolais qui ne veulent que développer l'économie pour renforcer l'assiette fiscale de l'État. Dites-moi s'il y a la liberté d'entreprise dans notre pays. Voici autant de problèmes que je veux bien évoquer sommairement, auxquels normalement on voudrait bien qu'on prête plus d'attention et mobiliser plus de ressources intellectuelles pour apporter des solutions idoines. Mais force est de constater qu'on accorde plus d'intérêt aux problèmes politiques, aux problèmes qui sont liés à des personnes qui dirigent notre pays, et c'est vraiment dommage. Si en le faisant, cela peut éviter à notre pays de s'embraser, sachez très bien qu'on est dans une période très sensible dans la sous-région où il y a un mouvement de revendication de la liberté pure des peuples africains. Nos amis du Nord déjà ont pris déjà le vol de mettre KO le néocolonisateur à partir des événements qui ont apparu depuis les 2 dernières années dans les pays de l'AES. Donc, ce vent continue en Afrique. Et aujourd'hui, il faut bien que nos dirigeants politiques soient conscients des réalités du peuple togolais et se pencher sur ce qui fait l'envie au peuple togolais et non ce qui les dégoûte. C'est votre avis. Alors, Monsieur Amidodji, comment appréciez-vous la nouvelle démarche du chef de l'État togolais? Je vais être sincère avec vous, Moïse. Vous disiez tout à l'heure qu'il s'agit juste d'une petite modification. Mais non, c'est même une grosse. Certains gentils parlent même de la réécriture de notre Constitution. Et comme King le disait tout à l'heure, et d'autres l'ont dit, est-ce que cette démarche-là est opportune? Est-ce que c'est maintenant? Parce que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Donc, nos dirigeants, normalement, dans leur schéma, ils doivent prioriser des choses. Il y a plusieurs choses à faire. Modification de la Constitution, oui, peut-être. Mais est-ce que actuellement, là où des Togolais, on a encore vu des images circuler récemment, l'accès à l'eau potable est compliqué. Les gens boivent de la boue. Est-ce que c'est opportun qu'une assemblée qui, après avoir passé 5 années de mandat sans rien faire réellement, s'autorise, alors que le mandat de cette assemblée-là, expiré depuis le 7 janvier, s'autorise à aller modifier fondamentalement la constitution d'un pays. Je rappelle, et c'est là où c'est encore plus, ça relève de la provocation, la constitution de 92 qui consacre la 4e République, rappelez-vous, a fait l'objet d'une consultation référendaire. C'est 2 millions de populations togolaises en 92 qui ont donné leur avis et ils ont choisi le régime semi-présidentiel. Si pour de bonnes raisons, je peux comprendre l'Assemblée actuelle, pendant son mandat, réfléchit, pense que nous gagnerions, le Togo gagnerait à opter pour un régime parlementaire, que des discussions soient engagées. Maintenant, Moïse, tu me demandes si le choix du chef de l'État de demander une consultation avec les acteurs pourrait être une bonne chose.
Vous savez, nous avons appris hier, tenez-vous bien, que cette consultation-là, qui a été annoncée le 3, nous sommes le 6 aujourd'hui, consiste pour le bureau de l'Assemblée nationale à aller rendre visite et discuter avec les chefs traditionnels. Les amis, le 4, avant-hier, Bawara, sur les zones du RFI, Gilbert Bawara, le ministre, disait que lorsque la question lui était posée de savoir si l'opposition ou les organisations de la société civile seront, si cette consultation entend également aller vers cela, il a dit oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que un calendrier électoral qui a été pris par décret soit suspendu, juste pas communiqué, et 3 jours, 4 jours après cette suspension, par communiqué, ce qui n'est vraiment pas logique dans un État qui veut qu'on le respecte. Aucun contact n'a été pris. D'ailleurs, et je termine par là, les partis politiques et les organisations de la société civile ont déjà fait savoir que même si ce que vous voulez pour le peuple, c'est-à-dire le régime parlementaire, est la meilleure des choses qui puisse arriver aux Togolais, attendez qu'une nouvelle assemblée soit mise en place et que nous puissions l'aborder. Et même si on doit changer de régime, comme la Constitution le prévoit, nous allons poser la question, nous allons le faire par voie référendaire et non pas au niveau de l'Assemblée nationale. C'est logique. Ce n'est pas une question de juridisme, comme d'aucuns le disent. Justement, justement, monsieur Medodi, je ne vous coupe pas, mais je vais vous poser une petite question. C'est peut-être ma prochaine question, mais est-ce qu'un référendum est encore possible au Togo, comme le disent une partie de l'opposition, puisqu'il y a l'autre partie qui est aussi à l'Assemblée nationale? Un référendum se prépare. Et j'allais juste souligner, lorsque nous avions appris qu'il y avait ce projet de modification, nous ne savons même pas que ça allait avoir cette ampleur-là. Et nous avions dit, c'est sûrement de la diversion. Actuellement, tout le monde le sait, et ce n'est pas King Dodro qui me contredirait, le Togo est l'un des pays les plus endettés au monde. Donc, au niveau finances publiques, pour organiser même les élections, nous avons même ouï dire que si les élections n'ont pas eu lieu en 2023, c'est en partie en raison des difficultés financières dont notre pays est victime actuellement. Je ne dis pas que c'est directement lié à la mauvaise gouvernance, mais nous savons les crises auxquelles les pays sont confrontés. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi les textes doivent prévoir que la modification du mode d'élection, c'est-à-dire suffrage direct, du nombre de mandats et de la durée du mandat du chef de l'État, la Constitution l'a bien dit dans son article 54, je crois, que cela doit passer, la modification, la révision de ce dispositif doit obligatoirement passer par un référendum. Respectons les textes de loi ou respectons les dispositions que nous nous sommes donnés nous-mêmes. C'est le minimum des choses. Le reste serait de la politique politicienne, c'est tout. Alors, monsieur Dodro, est-ce qu'un référendum est encore possible, puisque selon certains analystes, le chef de l'État a demandé une seconde lecture, peut-être qu'avec les légalistes, si je me permets de le dire ainsi, un référendum serait encore possible. Qu'en dites-vous, monsieur Dodro? Bon, à mon avis, je pense que nous brillons très bien dans la sous-région par la violation des règles que nous-mêmes, on se paie des experts pour nous fixer. Hein. Je vous donne juste un exemple. Hein. On dit au Togo, le titre foncier est inattaquable. Pour ceux qui détiennent le titre foncier au Togo, c'est un document qui est le plus attaqué à la justice togolaise. Et donc, je pense que c'est une culture de la médiocrité et de l'anarchie qui conduit au non-respect donc des règles qu'on se fixe, qui continue de gouverner dans notre pays. Nous n'avons pas un problème
de constitution ou de changement de constitution. Nous n'avons pas un problème aujourd'hui structurel qui implique qu'on devait changer la constitution pour que ce problème soit résolu. D'ailleurs, cela revient à dire que mais on gouverne pour qui? C'est un mandat du peuple qu'on a en main. C'est pour le peuple qu'on prend les décisions. Donc, si au nom du peuple pour lequel tu prends des décisions, à un moment donné, le peuple même a dit dans son contrat social qui a permis de te mettre là où tu es et tu as juré de défendre donc ce mandat et ce contrat social et le peuple dit au cas où tu veux revisiter ou bien réviser certaines dispositions de ce contrat social, il faut me consulter. Ne réunis pas uniquement les élus que j'ai désignés à tes côtés pour surveiller ta gestion et que ces tests existent et qu'on fait fi de ces tests et on fait ce que on veut bien faire. Et cela prouve à suffisance qu'au Togo, ce n'est pas un problème de constitution que nous avons, mais c'est un problème de gouvernance qu'on a. Et que quand on est dans un pays où on a un problème de gouvernance, on a tendance à tailler les tests ou alors l'interprétation de tests se font selon les individus. La constitution est là, mais on l'interprète à sa manière pour se faire valoir ses points de vue parce qu'on est en position de force. Aujourd'hui, c'est dommage. Je ne pense pas, à mon avis, que du moment où on ne nous a pas dit quelle est la consistance de cette réélecture de ce projet de loi qui demande la révision ou bien cette adoption, mais ce test de révision de notre constitution, on peut espérer autre chose que ce que nous avions déjà vu. On a déjà vu le pire. Quand on a déjà vu le pire, je ne sais pas ce qu'on espère après. Donc, alors, vous avez déjà vu le pire, mais il y a une phrase qui faisait également référence au mandat présidentiel au Togo qui posait beaucoup plus de problèmes. Quand on dit par exemple renouvelable une seule fois et aujourd'hui, il propose que un mandat juste de 6 ans non renouvelable. Qu'en pensez-vous, monsieur Dodro? Ce régime, par exemple, n'avantagerait pas, par exemple, l'opposition si elle gagne les élections? Déjà, en fait, il faut qu'on revisite notre histoire la plus récente. Déjà, après la conférence nationale, le Togo a expérimenté le régime parlementaire. Le feu général dit que non, mais attendez, vous m'avez dépossédé de tous mes pouvoirs de chef de l'État, mais ça a soldé par quoi? Ça a soldé par une attaque de la primature. Le Premier ministre, avec les pouvoirs en main, le chef de l'État n'avait plus aucun pouvoir. Donc, le Togo a déjà expérimenté le régime parlementaire. Ça n'a pas marché. Et le chef de l'État s'est senti dépossédé de tous ses pouvoirs qui lui ont été et qu'on a conférés. D'ailleurs, de quel exemple on peut nous forcer? L'Italie qui expérimente par exemple le régime parlementaire le plus stable en Europe. Moi, je dis, avant d'arriver même à une révision quelconque de la constitution de notre pays, juste pour cet aspect de régime ou bien de modèle de gouvernance politique, mais il faudrait d'abord qu'on fasse un état de lieu de nos progrès ou bien des progrès réalisés dans les différents composants de la vie de la nation togolaise. Et qu'on dise, non, nous avions connu des progrès ici, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et qu'à la fin de la journée, nous pensons que sur le plan politique, on doit porter des changements pour éviter tant. Là, le débat sera clair. Mais il n'y a aucun progrès réalisé dans les composants les plus importants de la vie de la nation togolaise. Mais on se permet uniquement de constater toutes les ressources de notre pays sur des aspects de la gouvernance politique qui est de fait des individus et non du peuple. Les problèmes du peuple sont mis à côté, mais les problèmes que quelques individus qui sont à la tête de l'État, qui ont l'appareil de gouvernance politique en main, ils veulent plutôt régler leurs propres problèmes avec cette manière d'assujettir davantage le peuple togolais. Moi, je pense qu'il n'y a rien à espérer. On a déjà vu le pire, on a déjà expérimenté le régime parlementaire, on sait comment ça s'est terminé, on a attaqué la primature et j'espère bien qu'en taillant aujourd'hui le test juste à cause d'une personne et qu'un jour
une autre personne viendra, ne voudra pas qu'on lui taille les tests juste à ça. Quand Erdogan a pris le pouvoir en Turquie, la Turquie avait un régime parlementaire, mais Erdogan a compris que pour développer son pays, pour permettre à son pays, la Turquie, de se hisser au niveau des pays puissants ou bien de s'inviter dans le Conseil des Nations puissants, il faut un président qui porte une vision autour de lui, des individus capables d'adhérer à cette vision. Mais le régime parlementaire est un régime qui permet d'institutionnaliser et de légitimer l'irresponsabilité, la médiocrité qui gangrène. C'est l'avis donc de monsieur, c'est l'avis de monsieur Dodro. Alors monsieur Amidodi, dites-nous, en voyant votre position, je suis tenté de dire que vous soutenez donc l'opposition togolaise. Mais l'opposition togolaise a été donc cette opposition qui réclame chaque fois l'alternance et même donc je peux dire les gens du parti à la gouvernance aussi cherchent l'alternance. N'est-ce pas donc une proposition de forme d'alternance au sommet de l'État puisque nous sommes à la veille des élections des élections législatives et régionales, puisque d'aucuns disent que si par exemple l'opposition que soutient la plupart une partie donc du Togolais gagne les élections, ils auront par exemple à aller en avant avec ce régime parlementaire qui est de 6 ans non renouvelable. Réaction? Très cher Moïse, je crois qu'il y a au minimum 2 supercheries à relever. La première, et je dis rapidement, comment voudrez-vous qu'une consultation soit menée avec les acteurs politiques et civils du Togo si le texte qui est proposé pour remplacer la Constitution de 92 n'est même pas mis à disposition de certains députés qui sont actuellement à l'Assemblée? Certains députés dont on nous dit avoir voté le texte ne sont pas en possession de ce texte-là. Première chose. Maintenant, vous dites que vous suspendez le calendrier électoral pour permettre une consultation par le bureau de l'Assemblée nationale. Comment vous voulez consulter des gens? Et ils parlent même pour une deuxième relecture. Nos amis, nous tous on a été à l'école, non? Comment tu peux lire un texte que tu n'as pas sous les yeux, Moïse? Ils sont là, ils nous écoutent. Qui vient nous dire? Vous dites que vous allez procéder à une deuxième relecture, mais auparavant, vous allez faire une consultation. Vous allez consulter qui? Ces personnes-là que vous avez privées du texte qui fait l'objet de débats, qui fait l'objet de polémiques. Ils vont discuter, consulter ces gens-là sur la base de quoi? Moi, je vous disais tout à l'heure que vous sentiez que je suis du côté de l'opposition. Non, je suis du côté du peuple. Le peuple qui a voté en 92 une constitution et qui a voulu que cette constitution-là, comme du béton, soit coulée comme du béton, un aspect, c'est-à-dire le mode de désignation, c'est-à-dire suffrage direct, la durée du mandat et le nombre de mandats ne soient pas modifiés tant que ce peuple-là n'est pas consulté. C'est juste de cela qu'il s'agit. Je n'ai dit autre chose que ce que nos dispositions, comme King l'a dit tout à l'heure, que ce qui est mis dans la Constitution. On demande seulement au gouvernement actuel et aux députés en fin de mandat ou bien qui sont en affaires courantes, de respecter les textes de loi. Les textes de loi qui ont permis, qui viennent en tant qu'institution exercer leur mandat, qu'ils respectent cela et c'est bon et on va de l'avant. Donc, il ne s'agit pas de prendre position pour l'opposition ou bien pour le régime. Il s'agit de demander à ce que les textes qui régissent le Togo actuellement, en l'occurrence la Constitution de 92, les dispositions de cette Constitution soient respectées. Une fois que c'est respecté, ils verront bien qu'ils n'ont même pas besoin d'aller consulter les chefs traditionnels pour savoir si les chefs traditionnels sont d'accord avec les modifications. Tout le monde sait, même avec le respect
que nous tous, nous pouvons avoir pour ces chefs traditionnels. Ce sont ces chefs traditionnels-là. D'ailleurs, ils nous disent qu'ils ont le droit de modifier parce qu'ils représentent le peuple, qu'ils pourront ne pas passer par un référendum parce que le peuple les a mandatés pour faire ce travail à leur place. Est-ce que le peuple a mandaté aussi les chefs traditionnels qu'ils envisagent d'aller consulter pour pouvoir poursuivre le coup de force contre la Constitution? Donc, Moïse, pour couper court et pour terminer sur ce point-là, je dis, moi, je n'applaudis pas le chef d'État. Je dis qu'il fait de la diversion et l'heure n'est pas la diversion. Vous avez vu, le peuple est vent debout. Même au fond des campagnes, les gens qui commencent à comprendre. Et ils vont encore commettre l'erreur d'aller dire ça aux chefs traditionnels. Les chefs traditionnels vont réunir comment est-ce qu'on l'appelle, leurs concitoyens et leur en parler. Ils seront furieux. Ils seront furieux. C'est vous qui le dites, M. Amedodi. C'est vous qui le dites. Alors, très rapidement, une autre question derrière cette question-là, si vous permettez. Alors, un dialogue national est-il possible dans cette situation actuelle que traverse votre pays, le Togo? Un dialogue national, oui. Mais Moïse, j'allais dire que les Togolais sont fatigués des dialogues. Vous savez, quelqu'un en a dénombré, on en est à plus de 30aine de dialogues. Et comme pour la Constitution, on a l'impression que les gens d'en face, ils acceptent, sachant pertinemment qu'ils ne vont pas l'honorer. OK? C'est-à-dire que King, tout à l'heure, disait que c'est un contrat social. Vous changez un contrat. Je donne l'exemple, tous nous comprendrons. Nous tous avons déjà loué un appartement. Donc, lorsque tu rentres dans l'appartement, tu signes un contrat avec le propriétaire. D'accord? Lorsque le propriétaire veut changer le contrat, veut augmenter le loyer ou bien veut modifier le bien mis à disposition, est-ce qu'il n'y a pas une concertation avec les parties prenantes? Pourquoi est-ce que le chef d'État et le gouvernement et l'Assemblée refusent cette concertation? On ne peut pas refuser au locataire de lire le contrat et lui dire seulement tu dois l'appliquer. Qu'on laisse au moins lire ce contrat social qui est notre constitution. Donc, pour revenir à ta question, le dialogue dans un pays, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le premier à défendre le dialogue, la discussion, à la place de la confrontation. D'accord? Mais il faut que ce dialogue soit sincère. Au Togo, malheureusement, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de sincérité dans les dialogues. L'une des parties, en l'occurrence, la partie gouvernementale, arrive toujours avec l'idée de gagner du temps. Ils signent du papier et ils se disent, nous n'allons pas le respecter au moment venu. Et ça, les Togolais ne sont plus d'accord. Donc, ils trouvent quelque chose de meilleur. Et je termine par là. Tu me disais tout à l'heure, je termine par là, rapidement. Tu disais tout à l'heure, est-ce que le régime parlementaire ne serait pas une occasion pour l'opposition aussi de monter au pouvoir parce que les règles permettent maintenant que le président soit désigné à l'Assemblée. Moïse, lorsqu'on voit le dernier découpage électoral, l'opposition ne peut jamais arriver. Mais c'est le contraire. Aucun découpage électoral n'a été mis à l'avantage de l'opposition dans aucun des pays, M. Amedodi. Quand on voit le Sénégal dont vous venez de parler, ils ont fait la preuve avec l'opposition. Tout à fait. Il y a plusieurs choses au Togo. Non seulement le découpage électoral n'est pas équitable, ok, et deuxièmement, il y a la fraude électorale. Regardez la composition de la CENI. La CENI, dont on dit qu'elle est indépendante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas associé la CENI? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la CENI qui fait une note au chef de l'État, qui prend un décret pour dire qu'il révise le calendrier électoral? Donc, Moïse, il y a plein de choses qui font aujourd'hui que la confiance est rompue entre les dirigeants et les administrés. On reviendra dessus, on reviendra dessus. On reviendra dessus tout à l'heure, M. Amedodi. M. Dodro, je parlais de dialogue avec M. Amedodi tout à l'heure. Et derrière cette question se retrouvent d'autres réalités sur le terrain. J'ai eu l'opportunité d'assister à
à la concertation nationale, à Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, et on a vu la réaction donc des partis de l'opposition, d'autres qui ont eu ce refus d'aller au dialogue, d'autres qui claquaient des portes. Aujourd'hui, face à cette situation, le dialogue national est-il donc la solution aujourd'hui, puisque à chaque proposition donc des gouvernants, on constate que l'opposition dit non. Qu'en pensez-vous, Monsieur Dodro? Bon, pour moi, dans un premier temps, le Togo bénéficie d'une paix depuis des années qu'il ne faut pas pour rien au monde perdre. Quelle que soit la crise qui va prévaloir, il faut toujours que les partis engagés dans cette crise aillent à la table de négociation dans un esprit de sincérité et de transparence totale. Et que celui qui a provoqué la crise ait l'humilité ou bien l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ses erreurs et que ceux qui en ont subi des préjudices puissent avoir la liberté d'exprimer la consistance de leurs préjudices pour que on puisse avoir au milieu un arbitre impartial qui définirait la contrepartie de toutes les parties engagées. Ça, c'est l'esprit d'un dialogue ou d'une discussion transparente à la suite d'une crise. OK. Est-ce qu'une crise est née au Togo en ce moment? Je pense qu'il y a une espérance de Pavlov qui a été engagée. On envoie donc la viande vers le chien. Le chien, il s'apprête à manger, on lui retire cela. Mais pour l'instant, ils ont d'abord provoqué le peuple en procédant à une adoption de nouvelle constitution avec des élus du peuple. Mais il faut rappeler que dans nos pays, on a un problème. On a un problème de base même dans ceux qui font même des élections. L'absence du fichier national intégré dans nos pays fait qu'il n'y a que moins de 20%, voire moins de 10%, autour de 10% de la population qui participe à l'élection présidentielle dans la plupart des pays africains. Au pays comme notre pays, le Togo, il n'y a que 2 millions de Togolais qui ont des cartes d'électeurs qui participent au choix de celui qui va nous gouverner pour les 5 ans et de ceux qui doivent être élus à l'hémicycle pendant les 6 ans, maintenant les 5 ans. Vous voyez déjà le rapport que sur 8 millions d'habitants, ceux qui ont droit, ceux qui jouissent pleinement de ce droit de vote, n'atteignent même pas un tiers de la population. Est-ce que même les députés qui sont élus sont vraiment l'expression du choix du peuple togolais? C'est des questions qu'il faut se poser, qui plus encore, on est dans une assemblée monocolore et qui décide de changer la loi fondamentale d'un pays, ce contrat social avec le peuple. Et je pense qu'il est de bon ton que toute voie que la partie gouvernementale pourra emprunter aujourd'hui pour pouvoir apaiser la tension qui monte serait vraiment à saluer. Et ça fera encore une preuve de sagesse parce que n'oubliez pas que le Togo brille de par la diplomatie internationale, par les négociations pour éviter les conflits. Il ne faudrait pas qu'on échoue sur notre propre territoire. Ce serait vraiment honteux que nous soyons forts à résoudre les problèmes entre les pays voisins à nous ou alors à l'intérieur des partis engagés dans les crises, dans les pays hors de nos frontières et que chez nous-mêmes, qu'on ne soit pas en mesure de régler ce problème politique provoqué par nous-mêmes encore. Alors, Monsieur Dodjo, très rapidement, répondez en 1 minute ma question. Pourquoi dit-on que c'est quand les opposants extra-parlementaires, disons la C14, deviendront une opposition parlementaire que la modification par un quorum de l'Assemblée ou à une deuxième lecture donc peut passer? Alors, moi, si vous voudrez, c'est une question posée à tous les Togolais, intellectuels togolais, pour partager son point de vue. Est-ce que nous avons un problème de constitution au Togo? Pour ma part, non. Nous avons un problème de gouvernance.
Réglons ce problème de gouvernance, les problèmes liés à la Constitution n'étant pas existants, ça ne devait pas nécessiter la mobilisation de nos ressources intellectuelles et financières pour se concentrer à résoudre ce problème fabriqué de toutes pièces. Le problème de gouvernance est provoqué par qui? Pas les députés ni les citoyens. C'est ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui ont reçu le mandat du peuple de gouverner, qui eux-mêmes se font la loi de ne pas respecter la loi. Et donc, c'est eux-mêmes qui provoquent cette crise. Donc, moi, je pense que ma position demeure que nous n'avons pas un problème de constitution, on a un problème de gouvernance politique. Merci. Merci. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir sur un autre aspect donc de la question tout à l'heure. La même question pour Monsieur Amedodi. Concernant donc les extra-parlementaires, si par exemple l'opposition gagnait les élections, ce régime pourrait passer. Monsieur Amedodi, en 1 minute. Non, et je parlais de supercherie tout à l'heure. Il y a quelque chose que Moïse, il faudrait qu'on comprenne. Dans la nouvelle constitution, sur la base de ce que nous avons entendu dire, pas lu, parce que le texte, pour l'instant, ne circule pas. Il s'agirait d'avoir un président protocolaire. Et c'est lui, ce président protocolaire-là, a un mandat de 6 ans non renouvelable. Par contre, ce que vise le prince de Lomé II, c'est le président du Conseil des ministres, qui a un mandat de 6 ans renouvelable. Comment avez-vous fait pour savoir? Ben, écoutez, tout le monde sait que le chef d'État actuel, en la personne de Faure Gnassingbé, ne cherche pas à jouer un rôle de chef d'État protocolaire. Il aime le pouvoir. Donc, comme le pouvoir dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, qui cherche à faire adopter, est concentré entre les mains du président du Conseil des ministres, suivez mon regard, c'est là où il veut être et nous le savons. Si la démarche est même ce que tu dis, qui pourrait penser qu'il céderait le rôle de président protocolaire à quelqu'un de l'opposition, je dis que cela n'est même pas envisageable si on sait que à la veille de la campagne électorale pour les législatives, même le fichier électoral, Moïse, tiens-toi bien, j'espère que les panafricains nous écoutent, même le fichier électoral, c'est-à-dire ce qui peut permettre un candidat député de savoir dans ma circonscription électorale combien de personnes ont été inscrits et avec combien de votes, de suffrages favorables à moi, je peux être député. Les gens ne le savent pas. Cette information n'est pas disponible parce que le gouvernement en place cherche encore à faire de la rétention d'informations pour pouvoir frauder à sa guise. Non, Moïse, ne parlons pas de la langue de bois. Les choses ne se font pas correctement. Par exemple, s'il doit y avoir ce dialogue, la première des choses à faire, c'est de voir dans quelle mesure, et King Dodro parlait tout à l'heure, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire, les dés sont pipés. Il faut en sorte qu'à chaque fois, lorsqu'on lance ces dés-là, vous voyez les dés-là, lorsqu'on le lance, c'est le même chiffre qui sort à tout le temps. Et le chiffre qui sort ou le nom qui sort, c'est unir. Ce n'est pas une démocratie. Qu'on soit dans un régime parlementaire ou semi-présidentiel, si on garde ce mode de gouvernance qui est fondé sur le trucage, ok, sur le trucage, sur la fraude électorale, sur un découpage unique au niveau des circonscriptions électorales, le même problème va résider. Ça ne va rien changer. Donc, nous demandons, et je termine par là, que la plus sage des choses à faire pour pouvoir conserver la paix civile au Togo, dans un paysage, dans un environnement et un contexte géopolitique très, très tourmenté, c'est de retirer purement et simplement ce projet-là, ok, de permettre l'organisation des élections dans des conditions optimales de transparence pour que les Togolais puissent continuer à vivre la paix dont Dodjo disait que c'est le bien
qui nous est le plus cher actuellement. S'il nous plaît, si nos gouvernants nous attendent, qu'ils aient l'intelligence ou la sagesse de retirer, de mettre ce projet-là en veilleuse. Lorsque un nouveau Parlement se mettra en place, qui travaille, lorsqu'ils auront les moyens, qui travaillent beaucoup plus structurellement et consciencieusement à proposer ce texte-là aux citoyens togolais pour que, via un référendum, les Togolais puissent choisir entre le mode adopté en 92 et le mode que les députés sortants actuels nous proposent. C'est ça qui est la voie la plus judicieuse à emprunter et non pas une suspension sous prétexte de faire des consultations. Et je vous ai dit, ces consultations-là, c'est même pas vers le peuple, c'est vers, d'après ce qu'on a appris, des chefs traditionnels. Et Merci. ils pourront même comprendre ce qu'on leur explique. Parce qu'ils n'auront même pas le texte sous les yeux pour que leur conseil leur explique ce à quoi cela retourne. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV. Vous aurez compris aujourd'hui la réaction donc de la diaspora aujourd'hui qui est crispée pour dire la vérité puisque personne n'appelle même s'ils connaissent donc les numéros et la plupart du temps d'autres disent également que c'est la peur donc des Togolais de réagir sur certains sujets cruciaux. Alors pourquoi est-ce que l'opposition ne participe pas à la gouvernance s'ils sont véritablement prêts pour aller à la réalisation de la bonne gouvernance, Monsieur Dodro? Bon, je pense que Mes questions sont très importantes pour moi, s'il vous plaît. Pour ma part, étant togolais, je pense que nous mettons en contribution notre capacité d'analyse et d'appréciation de la réalité sur le territoire, sur le terrain. Le sentiment des Togolais, c'est quoi? Là, tu viens de l'exprimer, nos frères de la diaspora refusent de réagir sur ces thématiques liées à la politique intérieure parce que, en lieu et place de la fierté ou de l'esprit de contribuer en termes d'idées pour des projets portés par la partie qui nous gouverne, on a semé en l'esprit des Togolais la peur d'engager un débat politique comme si discuter politique serait signer son arrêt de mort. Donc, il y a un désengagement total du peuple togolais qui ne fait ni confiance à la partie adverse comme la partie qui gouverne. Moi, je me t'ai de parler d'opposition parce qu'en Europe, ce mot n'existe pas. On parle de partis de gauche et de droite, mais malheureusement en Afrique, ils nous ont bien servi ce mot pour qu'on s'entre-déchire. On ne peut pas être les citoyens de même pays et s'opposer. Non, on peut être adversaire en termes de débat d'idées. Et Midodi et moi, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des opposants. Nous sommes des co-débatteurs. Je fais mes assertions, lui aussi a fait les siens. Le peuple togolais a un désamour total aujourd'hui pour ce qui est politique, que ce soit la partie qui gouverne ou la partie adverse. Et c'est pourquoi il ne dit plus rien, il ne fait même pas confiance que si jamais les membres de la partie adverse ou l'équipe de la partie adverse vient s'associer à la partie au pouvoir, qui vont pouvoir apporter des solutions pour résoudre leurs problèmes au quotidien. On gouverne un pays pour résoudre les problèmes de ceux qui payent des impôts et des taxes pour financer le budget de fonctionnement. Les salaires qui sont garantis aux membres de l'équipe de gouvernement, c'est le salaire, c'est les impôts que payent les Togolais sur la consommation. Celui qui achète l'allumette, bic, lame, cigarette, engrais, c'est lui qui contribue au financement du budget de fonctionnement de l'État. Alors, ce n'est pas une première fois. La partie adverse a toujours a été toujours associée à des gouvernements d'union nationale. On a vu autant de choses dans le passé. On a vu des premiers ministres qui sont issus
d'autres partis hors que la partie qui nous gouverne. Alors, donc, je pense que toutes ces expériences ont été déjà vécues. On a déjà vu le pire. Donc, pour moi, il est de bon ton que le gouvernement togolais puisse réagir sagement en évitant un sentiment, un sentiment de plus, de mépris et de dégoût à la chose politique. Si ce n'est pas un dialogue ou une négociation directe avec tous ceux qui contestent la démarche, qu'ils pourront arriver à apaiser les cœurs et abandonner ce qui fait mal parce que, comme je le disais tantôt, le problème qu'on a au Togo, ce n'est pas un problème de constitution, c'est un problème de gouvernance. Les Togolais attendent une bonne gouvernance. J'ai l'habitude de dire, même un monarque se soucie du bien-être de ses sujets. Même un monarque, un roi qui règne pour des temps indéfinis dans des pays où il y a encore des royaumes, il se soucie du bien-être du peuple parce qu'ils sont conscients, ils sont humains. Mais quand un monarque ne se soucie pas du bien-être de son peuple, malgré les cris du peuple, le monarque ne réagit pas. La France a connu des rois qui ont été décapités. Nous conjurons ou nous demandons juste à ce que, quel que soit le temps que quelqu'un veut faire au pouvoir, qu'il se préoccupe des cris du peuple. C'est le plus important pour les Togolais. C'est le plus important pour les Togolais. Le plus important pour nous aussi, c'est par rapport aux élections, Monsieur Dodjro. Monsieur Amidodi, dites-nous, quand on parle d'élections au Togo, on parle également donc du fichier électoral. Mais bien avant d'aller aux élections, avec ce report, ne pensez pas que ce report avantagerait, par exemple, l'opposition pour mieux se préparer, pour ne pas se plaindre après les élections qu'on l'a encore volé ou pour des situations aussi similaires, M. Amidodi? Moïse, je vais vous répondre franchement. Je ne cache pas ma proximité avec certaines listes indépendantes ou bien certains regroupements de partis politiques qui sont en lice pour les élections législatives. Vous savez, lorsque vous souscrivez à une assurance sur un véhicule pour une période donnée, pour battre campagne, et que à la veille du début des campagnes, on vous informe que le calendrier a changé, vous imaginez ce que vous perdez. Lorsque vous avez formé des militants, que vous avez même payé anticipativement, leur disant que du 4 au 15 du mois d'avril, ne vaquez pas à vos activités habituelles. Nous prenons en charge vos revenus pour que vous nous aidiez à battre campagne. Et qu'à la veille de ce début de mission, on vous annonce que finalement, la mission n'aura pas lieu. Vous imaginez le coût pour l'opposition? Donc, Moïse, ce n'est pas un service que le gouvernement a voulu rendre à l'opposition. C'est même, je pourrais même dire, c'est d'un, excusez-moi le terme, c'est cynique. C'est-à-dire, c'est de la méchanceté. Donc, pour ceux qui pensaient, et la question me permet de rappeler que pour ceux qui ont toujours pensé qu'aller à ces élections-là n'était pas opportune, n'était pas une bonne chose, je peux comprendre parce que les conditions dans lesquelles les élections sont généralement organisées au Togo ne sont pas transparentes. J'ai dit tout à l'heure le problème de découpage électoral, j'ai parlé du problème de fichier électoral et le problème de fraude. Ok, j'en ai parlé. Mais même malgré les conditions imposées par le gouvernement via la CENI, comment peut-on comprendre que le gouvernement ne veut pas organiser les élections? La majorité de 4/5 qui leur a permis de voter en première lecture la modification à la Constitution, s'ils étaient ça après les élections initialement prévues le 20, ils n'auraient pas essayé de faire un coup de force. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. C'est-à-dire, malgré tout, le régime en place, les gouvernants en place
ne sont pas rassurés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bilan, malheureusement, à présenter aux populations. Nous avons connu, et King l'a dit tout à l'heure, des gouvernants qui ne se sont préoccupés que de leur poste et de ce qu'ils en retiraient matériellement. Les 8 millions de Togolais vivent dans une misère indescriptible. Donc, dans ces conditions-là, vous comprenez que nos gouvernants et les députés du parti gouvernemental ne peuvent qu'attendre qu'à des sanctions. Donc, pour éviter cette sanction-là, on trouve des subterfuges pour repousser l'échéance. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne s'agit donc pas de changer de régime en passant du régime politique semi-présidentiel à un régime politique parlementaire pour résoudre un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance auquel nous sommes confrontés. Si nos gouvernants acceptent de transformer cela, de réparer ce tort-là qui cause aux populations en leur privant, en n'entendant pas leurs aspirations légitimes, le problème restera intact. L'ouverture, je crois qu'on a la chance d'avoir au Togo des leaders de l'opposition qui sont encore ouverts au dialogue. Mais le dialogue doit être sincère. Le dialogue doit passer par le respect des textes de loi et la mise en place des institutions républicaines et non pas des institutions qui sont systématiquement manipulées par un des partis. Encore deux petites questions pour terminer donc cette émission. Monsieur Dodjro, je viens de lire sur ici Lomé, une presse en ligne au Togo, qui dit qu'il y a six membres donc de la DMK qui sont déposés sous mandat de dépôt et aussi donc le professeur Wolu qui est à sa maison encerclé par les forces de l'ordre. Dans toutes ces conditions, dites-nous concrètement, qui selon vous peut gagner les élections au Togo avec ce report? La meilleure façon de gagner un combat dans certaines situations comme aujourd'hui, c'est de ne pas y participer. Ça, je puise cet adage des peuples chinois. Vous savez, quand tu es privé de tous les droits, quand tu es privé de tout ce qui fait de toi un être humain, pour qu'on puisse t'appeler être humain, quand on ne te respecte pas, on ne te considère pas, mais on veut juste ta présence pour légitimer des positions, pour t'opprimer, pour t'assujettir davantage. Je ne pense pas qu'il y a un gagnant dans ce genre de combat. Dans des élections organisées au Togo où il n'y a que moins de 10% de la population qui sont conviés à décider, à choisir ceux qui doivent gouverner, pour moi, personne ne gagne. Personne ne gagne parce que le fichier électoral est taillé selon des individus. Ça ne vient pas d'un outil de base qu'on appelle le fichier national intégré, à partir duquel on connaît à peu près ceux qui sont à l'âge de vote et les convier toute la population à pouvoir exercer ce droit fondamental. Voulez-vous dire que les élections qui sont reportées ne seront pas transparentes? De quelle transparence parle-t-on pour la gouvernance politique d'un pays quand la majorité du peuple n'est pas conviée au choix de ses dirigeants? Parce qu'on se fait plaisir de ne pas se doter d'outils d'organisation structurelle de la société ou des citoyens pour les inviter à prendre part à la gestion de la vie de la nation. Nous sommes 8 millions de Togolais et qu'on convoque 2 millions pour décider de qui doit gouverner. Dites-moi que ce choix est légitime. Donc, pour moi,
une élection organisée dans des conditions pareilles où on n'a pas mis en place une organisation structurelle permettant au peuple togolais qui ont signé ce contrat social qui est mis aujourd'hui en jeu sans les avertir, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de perdant dans une telle condition donc d'élection organisée. Merci, Monsieur Dodro. Monsieur Amedodi, on constate l'absence donc des opposants au gouvernement et aussi donc par rapport à ces élections qui sont organisées. Quel est votre avis par rapport à la transparence, puisque il y a toujours un report qui est donné par le chef de l'État, qui permet donc, on suppose, hein, aux opposants qui ont fait des déplacements ces temps-ci de maîtriser beaucoup plus de terrain, de se préparer pour une date qui sera mentionnée ultérieurement. Dites-nous dans votre perspective de ce report exclusivement par rapport à l'absence donc des opposants et aussi donc à la préparation qu'ils doivent faire pour remporter des élections au Togo. Oui, Moïse, je maintiens en disant que le report n'est pas dans l'avantage de l'opposition. En tout cas, l'opposition perd des moyens parce que des contrats qui ont été signés par des prestataires indépendants seront de toutes les façons exécutés. Et je vous ai dit le cas, par exemple, des personnes qui ont pris congé, OK, pour aider certains partis de l'opposition à battre campagne les 10 prochains jours, mais qui finalement ne pourront pas battre cette campagne-là parce que le calendrier a été modifié unilatéralement. Moïse, lorsqu'on parle de concertation, est-ce que vous ne pensez pas que même dans le cadre du CPC, le comité, le cadre politique permanent, ok, le cadre politique de concertation qui existe, est-ce que la moindre des choses, si nos gouvernants avaient cet esprit-là de dialogue, est-ce que la moindre des choses n'aurait pas d'échanger dans ce cadre-là, qui est imparfait, hein, mais au moins échanger pour dire que pour telle ou telle autre raison, nous pensons qu'on pourrait, acceptez-vous qu'on modifie le calendrier électoral, ça n'a pas été fait. Dans ce cas-là, Moïse, comment voulez-vous que l'opposition accepte de participer à un gouvernement où on ne les respecte pas? Il y a eu des gouvernements au Togo où l'opposition a participé. La toute dernière en date, c'est lorsque Gilles Christ a fait un accord avec UNIR. Vous avez vu à quel poste on a mis les représentants de l'UFC? Vous avez vu comment on les a fait sortir? Donc, Moïse, le Togo est un bien commun. Il faut que les politiques arrêtent de jouer, comme on le dit, avec les pieds des citoyens. Il faut que les politiques travaillent au bien-être des populations au lieu de se jouer au chat et à la souris quotidiennement. Les populations ont des besoins cruciaux. L'accès à l'eau potable, le problème de la cherté de la vie, le problème d'une vie décente. Nous voulons des dirigeants qui s'occupent des vrais problèmes des populations. Le gouvernement disent qu'il s'occupe des vraies raisons de bonne gouvernance également, Monsieur Amedodi. Alors, concernant la transparence des élections, puisque nous sommes à la fin donc de cette émission, dites-nous à votre avis, ces élections qui sont reportées ne seront-elles pas transparentes? Mais vous savez, je donne encore l'exemple du Sénégal, où la loi électorale autorise des journalistes à être présents dans les bureaux de vote, ce qui permet non seulement une surveillance accrue, mais également facilite la transmission des résultats et leur croisement pour vérifier si ce que l'organe est public chargé de supervision publie par rapport à ce que les autres sources ont publié. Au Togo, c'est même pas autorisé. Les délégués des candidats, c'est difficilement qu'ils accèdent au bureau de vote. Donc, je peux dire que les conditions dans lesquelles les élections ont toujours été organisées au Togo. Et
en l'occurrence les élections législatives et régionales à venir, sont des plus défavorables à l'opposition. Mais malgré cela, les gouvernants en place ont peur d'aller à ces élections parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas travaillé au bien-être des populations. Même s'ils disent qu'ils ont travaillé au bien-être des populations, ce n'est pas le cas. Donc, et je pense que on ne peut pas dire si ils ne tenaient qu'au peuple togolais, ok, normalement, les conditions dans lesquelles les élections sont en train d'être organisées, les gens n'iraient pas. Mais quand cela ne tient, on n'a que ça. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami King, parce que si les Sénégalais, parce que Sonko est mis en prison, avaient boycotté les élections présidentielles, aujourd'hui, Sonko et Faye ne seraient pas à la tête du Sénégal. Donc, méfions-nous des choix que nous faisons. Au Togo, si aujourd'hui, il n'y a pas de minorité de blocage pour empêcher la modification de la Constitution par des députés qui n'ont même pas de mandat, c'est parce qu'en 2018, nous avons opté pour le boycott. Donc, on dit qu'un homme intelligent, comme M. Dodro a l'habitude de donner des proverbes ou des adages, un homme intelligent ne trébuche pas sur le même caillou 2 ou 3 fois. 2 fois. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, nous allons carrément donner 1 minute à chacun donc de nos invités de répondre à ma dernière question qui leur servira donc de conclusion. Qu'attendez-vous après les élections législatives et régionales au Togo? Disons, quelle sera donc ou comment sera la période post-électorale? Monsieur Dodro, en 1 minute, votre conclusion. Je pense que la vraie préoccupation liée aux élections au Togo réside d'abord dans le fait qu'il faut qu'on mette sur pied des débats de fond sur qui choisit nos dirigeants. Qui est-ce qui a le droit ou la possibilité de faire valoir son droit de citoyen togolais? Du moment où, jusqu'alors, dans notre pays, des gens peuvent obtenir la carte d'électeur sans avoir la carte d'identité, que les gens peuvent obtenir de carte d'électeur sans avoir d'acte de naissance, pour moi, nous sommes très loin du compte. On ne sait jamais qui vote et est-ce que c'est les vrais Togolais, ce sont les Togolais qui choisissent nos dirigeants. Pour moi, le problème reste majeur pour même penser d'abord à une solution d'après élection ou alors se prononcer sur qui peut gagner. Je dis, il n'y a ni gagnant ni perdant dans les élections qui sont organisées chez nous parce que le droit du peuple est les citoyens togolais sont privés de ces droits fondamentaux qui est d'exercer le choix dans les urnes. 2 millions d'individus triés sur la base de je ne sais quoi, ou même des fois tu disposes d'une carte d'identité, mais tu peux ne pas avoir ta carte d'électeur, mais celui qui n'a même pas d'acte de naissance peut en disposer. Je pense qu'on ne peut jamais parler de transparence dans une telle élection pour parler même d'un vainqueur. Il n'y a que des perdants dans toutes les élections qui ont lieu dans ces conditions, quel que soit le pays du monde. Merci. Monsieur Amedodi, votre conclusion et la même question pour terminer. Ma conclusion, c'est que juste dire à mon ami King Dodro que le choix d'empêcher les Togolais ou bien d'empêcher la mise en place d'un fichier national intégré participe également à cette fraude-là. Il a dit tout à l'heure, dans les pays, même dans certains pays d'Afrique, les citoyens vont voter avec leur carte d'identité et non pas avec un semblant de recensement électoral qui fait en sorte qui est biaisé. Donc, j'aimerais dire et rappeler également que lorsque nous parlons de fraude électorale, ça va même jusque-là. Priver
les citoyens de carte d'identité ou de fichier national intégré. Ça pénalise l'économie, mais comme ça participe à la fraude électorale, les gouvernants au Togo ont opté cela. Avec les dons, avec les prêts qu'ils reçoivent auprès des institutions qu'on connaît, ils auraient pu faire établir ou bien permettre au Togo de disposer d'un registre de population correct pour éviter qu'à la veille de chaque élection, on dépense une fortune pour faire ce qu'ils appellent recensement électoral, qui n'en est pas un. C'est la première chose. La deuxième chose, moi j'aimerais dire ici solennellement, en tant que Togolais, que le temps est venu pour que nos dirigeants, nos gouvernants se ressaisissent. La crise qui est en train de se profiler à l'horizon, et je rappelle que 4 partis de l'opposition ont lancé un mot d'ordre de manifestation les 11, 12 et 13 prochains. Donc le week-end, vendredi, samedi, dimanche prochain. Nous pouvons encore éviter que du sang humain coule sur la terre de nos aïeux. J'en appelle à la sagesse des autorités publiques au Togo. Le retrait de ce projet de modification de régime politique au Togo pourrait participer à la paix que nous souhaitons au Togo. Deuxièmement, il faudrait aller au-delà. Une fois que cette crise-là est passée, nous souhaiterions, comme beaucoup de Togolais, que le régime fasse un signe ou bien manifeste des signes de bonne disposition en libérant les prisonniers politiques. Vous disiez tout à l'heure que 9 cadres de la DMK ont été appréhendés et jetés en prison sous prétexte qu'ils prêchaient dans le marché et la non-participation aux élections et le retrait de la révision de la constitution modifiée. Nous demandons également, et c'est très important parce que nous on est à la diaspora, tu soulignais tout à l'heure Moïse que beaucoup de Togolais, parce que craignant d'être harcelés ou bien craignant des réprimandes lorsqu'ils rentrent au Togo, hésitent à intervenir dans ces émissions où les sujets sont sensibles. C'est pas normal. Est-ce que dans notre constitution, la liberté d'opinion et d'expression y est? Nous ne savons même pas ce qu'ils ont mis actuellement dans cette constitution-là qui est contestée. Merci. Donc, il faudrait que cela soit. Et la dernière chose, parlant du dialogue. Merci. Oui, il faut dialogue, mais un dialogue sincère. Si le dialogue n'est pas sincère, il vaut mieux que les gouvernants nous laissent là où nous sommes. Merci. Merci, monsieur Amidodi Koko. Vous êtes citoyen engagé, responsable d'association au niveau des Togolais de la Belgique. Monsieur Dodro King, vous êtes économiste et journaliste, et je dirais analyste politique. Merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Pour vous qui nous avez suivis sur notre chaîne YouTube, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas partie donc de la famille. Alors merci à tous et à chacun de vous. C'était votre émission Avis de la diaspora. On se retrouve demain, disons lundi, à 11h. Heure de Chicago, sinon 16h GMT pour aborder un sujet très important avec un invité surprise et c'est sur la même antenne avec le même plaisir. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité